dire ma sœur. Il a levé son verre de vin, m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré devant tout le monde que je ne serais jamais aussi douée que ma sœur Léa. La salle a éclaté de rire parce que c'est ce que tout le monde faisait toujours quand il m'utilisait comme chute de ses plaisanteries. Ma sœur souriait sous les projecteurs comme si elle était née pour être admirée. Je me tenais là, dans des escarpins qui me massacraient déjà les pieds après un service de 14 heures au port de Marseille, tenant une coupe de champagne intacte, et j'ai senti quelque chose en moi se figer complètement. Puis je me suis entendu dire avec une voix glaciale de lui dire alors de payer elle-même les factures, car je ne verserai plus un centime. Mon père a ricané de façon méprisante. Il a regardé la foule en savourant l'attention et a rétorqué de quel argent je parlais, affirmant qu'il n'avait jamais reçu le moindre euro de ma part. C'est à cet instant que les rires ont cessé de sembler humiliants pour devenir simplement temporaires, car il s'imaginait que j'allais argumenter. Il pensait que j'allais fondre en larmes. Il s'attendait à ce que je fasse ce que j'avais fait toute ma vie, c'est-à-dire ravaler l'insulte pour protéger l'image de la famille et le laisser avoir le dernier mot. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, lui et ma sœur, en visualisant le dossier verrouillé sur mon ordinateur contenant chaque virement, chaque facture, chaque paiement d'urgence et chaque mensonge. Le temps que je lui rapporte les preuves, il était déjà en train de me supplier de ne pas faire ça. J'ai grandi à Marseille dans une famille qui traitait la réputation comme une religion. Mon père, Benoît Roche, dirigeait Roche Fourniture Maritime, une entreprise que les vieux capitaines et les propriétaires de yachts de la Côte d'Azur respectaient depuis des décennies. Ma mère, Hélène, organisait des déjeuners de charité, des visites de propriétés historiques et tous ces rituels sociopolis qui poussaient les gens à dire que notre famille avait de la classe. Ma sœur cadette Léa était leur chef-d'œuvre. Elle était belle de cette façon naturelle et télégénique qui inspire instantanément confiance aux inconnus. À 28 ans, elle était déjà le visage radieux des segments matinaux sur France 3 Provence, des inaugurations et des campagnes de financement. Elle était la fille que mes parents présentaient avant même que j'entre dans la pièce. J'étais l'autre, la fiable, celle qui travaillait à l'audit du fret pour une compagnie maritime sur les docks, qui restait tard, débusquait les erreurs, nettoyait les dégâts et savait exactement combien coûtaient réellement les apparences. Mon père aimait dire que Léa avait du charme et que j'avais un esprit pratique, ce qui semblait inoffensif jusqu'à ce que l'on remarque la façon dont l'atmosphère de la pièce s'adoucissait pour elle et se tendait pour moi. Ce que personne ne savait, c'est que la société familiale aurait dû déposer le bilan 3 ans plus tôt. Une pénalité douanière lors d'un mauvais trimestre, une augmentation de l'assurance des entrepôts, un trou dans la trésorerie pour les salaires que mon père jurait pouvoir combler tout seul, puis un autre, et encore un autre. La première fois qu'il m'a appelé, cela semblait temporaire. Clémence, ma chérie, j'ai juste besoin d'aide pour déplacer quelques chiffres jusqu'à lundi. Lundi est devenu le mois suivant, puis la saison des impôts, puis le loyer du parc de stockage, puis la prime d'assurance de la maison de famille à Cassis sur laquelle ma mère insistait pour l'héritage. Léa n'a jamais rien vu de tout cela. Elle flottait de brunch en comité d'entraide, publiant des photos sur l'art de vivre en Provence pendant que je m'asseyais dans mon appartement après le travail pour réconcilier des factures impayées et virer mon propre argent sur des comptes dont je n'aurais jamais dû être responsable. Mon père disait que je comprenais les chiffres mieux que personne. Ma mère disait que j'étais le pilier de la famille. Aucun d'eux n'a jamais dit merci une fois le virement effectué. Le gala de ce soir-là était pour une association de voile pour enfants dont Léa était l'égérie chaque année. Elle se tenait sur scène dans une robe en soie blanche, parlant de discipline, de service et de valeurs familiales, tandis que je restais à l'arrière en consultant mon téléphone car je savais que le prélèvement des salaires de l'entreprise allait tomber à minuit. J'avais couvert les 2 derniers mois après que Benoît ait surstocké des inventaires pour impressionner un nouveau courtier de yacht. J'avais aussi payé la taxe foncière de la maison de mes parents et les honoraires de l'avocat dont Léa avait eu besoin après un litige contractuel qu'elle avait publiquement qualifié de simple malentendu. Puis mon père a décidé de me transformer en divertissement. Il a passé son bras autour de Léa, a regardé vers moi et a lancé qu'une de ses filles savait comment représenter la famille alors que l'autre pensait encore que le travail acharné pouvait la rendre intéressante. C'est là qu'il y a eu les rires. Puis sa phrase sur le fait que je ne serais jamais à la hauteur de Léa. Puis la mienne. Alors dis-lui de payer les factures.
Si vous avez déjà voulu dire une seule phrase honnête dans une pièce remplie de menteurs, vous savez à quel point le corps devient calme juste avant l'impact. Je suis sorti avant que quiconque ne puisse m'arrêter. L'air nocturne sur le vieux port était humide et lourd. Le temps d'atteindre ma voiture, mes mains tremblaient si fort que j'ai dû rester assise sur le siège conducteur une minute entière avant de mettre le contact. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop en colère pour ça. Je suis rentré dans mon appartement près de la Joliette, j'ai jeté mes chaussures, ouvert mon ordinateur et fixé un dossier que j'avais constitué au fil des ans sans vraiment m'avouer pourquoi. Il s'appelait Port d'attache. Un nom banal, facile à ignorer. À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers par mois, puis par catégorie. Sauvetage des salaires, avance d'impôts, déficit d'assurance, paiement de la maison, frais juridiques Léa, gestion d'image Léa, virement d'urgence, règlement fournisseur. Chaque fois que je me disais que la famille me rembourserait, je sauvegardais une preuve de plus, juste au cas où. J'avais des confirmations bancaires, des captures d'écran, des emails, des scans de chèques de banque, des avis de relance que j'avais interceptés et des tableurs annotés dans le langage épuisé de quelqu'un qui essaie de sauver un navire qui sombre sans admettre qu'il coule. J'ai fait le total pour la première fois cette nuit-là. 167 450 €. Ce chiffre trônait sur l'écran comme un verdict. J'ai appelé Mathieu, un ancien collègue de mon premier poste en logistique, la seule personne en qui j'avais confiance pour regarder des chiffres hideux sans broncher. Il a répondu à moitié endormi, a reconnu ma voix et a demandé ce qui se passait. Je lui ai tout raconté. Le gala, l'insulte, le déni, la salle pleine de gens riant pendant que mon père effaçait des années de sacrifice d'une seule phrase. Mathieu n'a pas perdu de temps à prétendre que cela se réglerait par une discussion calme. Imprime tout, a-t-il dit, et coupe une seule chose ce soir, pas demain, ce soir. Je savais ce qu'il voulait dire. Si j'attendais le matin, je perdrais mon courage et il le sentirait. Alors, je me suis connecté au portail des salaires que je couvrais personnellement avec mon compte d'épargne d'urgence, j'ai retiré mon autorisation de secours et j'ai laissé le prochain prélèvement prévu retourner sur le compte de l'entreprise où il devait être. Puis, j'ai désactivé le transfert automatique que j'avais mis en place pour la réserve fiscale de la maison de mes parents. Enfin, l'échéance trimestrielle de l'assurance maritime que j'avançais. Je n'ai rien fait d'illégal. Je n'ai pas volé. J'ai juste retiré le filet invisible que j'avais tendu sous leurs pieds. À 2 heures du matin, avec mon imprimante qui ronronnait et le papier qui s'empilait sur ma table, j'ai réalisé que la véritable trahison n'était pas seulement que mon père s'était moqué de moi. C'était qu'il m'avait humilié en se tenant debout sur l'argent que j'avais envoyé. Il m'avait rabaissé depuis une scène construite par mon labeur. La robe de Léa, le dîner de parrainage floral dont elle se vantait, le sourire poli de ma mère feignant la prospérité, tout cela n'existait que parce que je masquais la pourriture. À 4 heures, Mathieu était chez moi en jean et pull froissé, m'aidant à organiser le classeur par catégorie et par date. Il a regardé le résumé de la première page et a sifflé de surprise. C'est la partie terrifiante, a-t-il dit doucement, non pas parce que c'est dramatique, mais parce que c'est irréfutable. Il avait raison. On peut contester la colère, on peut ignorer les larmes, mais un grand livre propre avec des signatures, des dates et des identifiants de virement est une lame de rasoir. Avant le lever du soleil, mon père m'a envoyé un SMS d'une seule ligne disant que je m'étais couverte de ridicule ce soir-là. Je l'ai fixé, puis j'ai répondu que non, j'avais simplement cessé de les protéger. Ce matin-là, pour la première fois depuis des années, je suis allé travailler sans vérifier si ma famille avait assez de liquidités pour survivre à la semaine. À midi le lendemain, ma mère m'avait appelé 6 fois, Léa 3 fois, et mon père pas du tout. Cela signifiait qu'il était assez furieux pour penser que le silence me ferait peur. Au lieu de cela, cela m'a donné de l'air. Vers 16 heures, ma mère a fini par envoyer le message qu'elle pensait capable de me faire rentrer dans le rang, parlant du dîner dominical où nous devions discuter en famille et me demandant d'être raisonnable. Être raisonnable. Cette phrase avait hanté toute ma vie. Cela signifiait accepter moins, donner plus et ne jamais forcer personne d'autre à ressentir de la honte. J'ai dit à Mathieu que j'y allais. Il m'a conseillé d'apporter des copies, pas les originaux. C'est ce que j'ai fait.
Le dimanche soir, je suis entrée dans la maison de maître de mes parents avec une mince enveloppe dans mon sac et une vérité brute dans le cœur. La salle à manger était exactement comme d'habitude, l'argenterie polie, les bougies allumées. La plus belle vaisselle de ma mère brillait sous une lumière chaude, comme si la pièce elle-même n'avait jamais entendu un éclat de voix. Léa était déjà là dans une robe crème, affichant un air doux et blessé pour les faits. Mon père trônait en bout de table avec la posture rigide qu'il adoptait dès qu'il prévoyait de punir quelqu'un poliment. Il a commencé avant même que les assiettes de salade ne soient débarrassées. Il a affirmé que j'avais créé un scandale lors d'un événement public et que je devais des excuses à ma sœur. Léa a baissé les yeux. Ma mère a tamponné le coin de sa bouche avec une serviette. Cela aurait été comique si ce n'était pas si répété. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit que je ne m'excuserais pas pour avoir dit la vérité. La mâchoire de mon père s'est crispée. Quelle vérité, a-t-il demandé, celle où je m'étais construit un fantasme où je subvenais aux besoins de tout le monde. C'était encore là, le déni avec aplomb. Le genre de mensonge qui ne fonctionne que lorsque la victime continue de coopérer. Pas un fantasme, j'ai répondu, un livre de contes. Ma mère est intervenue rapidement pour essayer d'arrondir les angles, disant que si j'avais aidé ici et là, c'était parce que je le voulais bien et que les familles s'entraident. Je me suis tournée vers elle et lui ai demandé si j'avais vraiment eu envie de couvrir l'assurance de l'entrepôt après que papa ait oublié le renouvellement. Son visage a légèrement changé. Cela a suffi. J'ai regardé Léa et lui ai demandé si j'avais voulu virer de l'argent à son avocat la semaine où elle racontait à tout le monde qu'elle gérait ses propres affaires. Léa est devenue rouge pivoine. Mon père a frappé légèrement la table et a ordonné que cela cesse, disant que je n'allais pas m'asseoir dans sa maison pour les accuser de m'utiliser. Sa voix a monté sur le dernier mot et quelque chose en moi s'est apaisé encore plus profondément. Bien, qu'il soit bruyant. Les gens bruyants cessent de réfléchir. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac et j'ai fait glisser une seule page sur la table vers lui. Pas le classeur complet, juste le résumé comprenant les dates, catégories, montants et destinations. Il y a jeté un coup d'œil avec le mépris d'un homme sûr de pouvoir m'éconduire, puis s'est arrêté à la moitié de la première ligne. Relais de Perroche fourniture maritime, acompte de taxes foncières résidence Roche, provision d'honoraires pour Léa Roche, rattrapage d'assurance, règlement fournisseur. Ses doigts se sont crispés sur le papier. Ma mère s'est penchée, a lu assez pour blêmir, puis s'est rassise brusquement. Léa a chuchoté pour savoir ce que c'était. J'ai répondu sans la regarder que c'était la partie que j'acceptais de leur montrer en privé avant de montrer le reste en public. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a essayé de ricaner à nouveau, mais le son s'est étranglé dans sa gorge. Il a bredouillé que j'exagérais, que ce n'était pas des cadeaux mais des choses que j'avais proposées. Répète ça, je lui ai dit, dis devant nous tous que tu n'as jamais reçu un seul euro de ma part. Il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas parce que parfois la chose la plus humiliante n'est pas d'être démasqué, c'est d'être forcé de rester assis dans le silence après que votre mensonge soit mort. Je me suis levée avant le dessert. Je leur ai annoncé que le prochain problème de paie était le leur, que la prochaine échéance d'assurance était la leur, que le prochain avis d'imposition était le leur et que les contrats de Léa étaient les siens. En sortant, je me suis retournée une fois pour poser la seule question qui importait, demandant s'ils avaient déjà remarqué que la personne qu'ils traitaient de difficile était toujours celle qui portait ce qu'ils refusaient de soulever. Personne n'a répondu. Ils étaient trop occupés à fixer la première page. Le lundi matin, la banque a appelé mon père avant 9 heures. Je le sais parce qu'il m'a appelé à 9h07 pour la première fois depuis le gala et il y avait de la panique sous la colère. Les salaires ne sont pas passés, a-t-il dit sans même dire bonjour, demandant ce que j'avais fait. J'étais sur le quai de déchargement au travail, presse-papier à la main, regardant les conteneurs se faire scanner. Rien, j'ai répondu, j'ai juste arrêté de faire ce que tu prétendais que je n'avais jamais fait. Il est resté silencieux 2 secondes, puis a explosé. Il m'a traité de rancunière, d'enfantillage, d'hystérique, tous ces mots que les hommes comme lui utilisent lorsqu'une femme cesse d'être utile. Je l'ai laissé finir et je lui ai conseillé d'engager un contrôleur de gestion avant de raccrocher. Léa a tenté une approche plus douce 1 heure plus tard.
Elle a envoyé un message demandant si nous pouvions éviter de faire ça juste avant son segment télévisé sur l'art de vivre. J'ai lu cela 2 fois et j'ai ri aux éclats dans le bureau du port. La femme qui m'avait regardé me faire humilier en public s'inquiétait soudainement du timing. J'ai répondu que le timing importait quand papa mentait, plus maintenant. Cet après-midi-là, Mathieu est passé avec un café et cette expression qui signifiait qu'il avait trouvé pire. Pendant le week-end, en m'aidant à trier le classeur, il avait remarqué un schéma dans les comptes de l'entreprise. Certains de mes paiements étaient enregistrés en interne comme des apports de l'associé, mais tous n'étaient pas divulgués au comptable de la famille, ce qui signifiait que mon père prenait mon argent de secours, l'utilisait pour maintenir le navire à flot et se présentait toujours comme le seul patriarche tenant l'entreprise à bout de bras. Pire encore, il laissait Léa dépenser avec la carte de la société pour son image personnelle pendant qu'il me jurait que l'entrepôt ne survivrait pas sans mon aide. C'est à ce moment-là que l'histoire a cessé d'être une affaire de manque de respect pour devenir une fraude par omission. Mathieu a construit une chronologie plus claire avec mes virements d'un côté et les affirmations publiques de l'autre. Benoît se vantant au club nautique de son autofinancement, Hélène recevant des donateurs dans une maison dont je payais les taxes, Léa expliquant aux téléspectateurs que son entreprise familiale n'acceptait jamais d'aide. Ce n'était pas seulement de l'ingratitude, c'était une performance théâtrale bâtie sur mon silence. L'événement qui a tout changé était déjà noté sur l'agenda. Le jeudi soir, le dîner de gala du Cercle nautique de Marseille. La moitié de la vieille bourgeoisie de la ville serait là, y compris les plus gros fournisseurs de Benoît, les contacts médias de Léa et 2 hommes dont mon père avait désespérément besoin pour un accord de refinancement. Hélène adorait ce dîner parce qu'il était très photogénique. Léa l'adorait parce qu'il la plaçait dans une pièce où elle pouvait flirter avec l'influence. Benoît l'adorait parce qu'il pouvait prétendre qu'il était encore intouchable. Mathieu a regardé l'invitation sur mon comptoir et a dit que s'il mentait encore là-bas, je devais y mettre fin. Je savais qu'il avait raison. Une confrontation privée leur avait donné une chance de dire la vérité, et à la place, ils avaient passé 2 jours à essayer de m'intimider pour me faire taire. Ma mère a envoyé un message demandant si j'allais retrouver mes esprits. Mon père n'en a envoyé aucun. Léa a posté une photo d'un essayage de robe en soie marine avec la légende précisant que c'était une grande soirée pour la famille. Cela a scellé ma décision. J'ai donc étoffé le classeur, non par cruauté, mais pour rendre tout déni impossible. Section 1, virement personnel par date. Section 2, déficit de paie et d'impôts. Section 3, dépenses de Léa facturées via l'entreprise. Section 4, déclaration publique contredisant les comptes. Section 5, avis juridique de mon retrait de tout soutien futur. La première page suffisait à faire perdre ses couleurs à n'importe qui. Le reste était une noyade lente. J'ai fait imprimer le tout dans un centre spécialisé car mon imprimante aurait rendu l'âme. Quand l'employé m'a tendu les classeurs noirs, chacun étiqueté et classé, il a demandé si c'était pour un procès. J'ai répondu pas encore. Le jeudi après-midi, Léa m'a laissé un message vocal avec des larmes de crocodile, me suppliant de ne pas venir si c'était pour les punir, affirmant que la tension de papa était au plus haut et que j'agissais comme s'il m'avait maltraité. Ce mot est resté gravé dans mon esprit longtemps après la fin du message. Agir comme si être humilié, nié et financièrement vidé ne comptait que si les coupables étaient d'accord avec l'étiquette. Je me suis habillée en noir, j'ai attaché mes cheveux et j'ai rangé le classeur dans un grand sac en cuir qui m'a semblé soudain plus lourd que n'importe quelle valise. Ce n'était pas la peur qui le rendait lourd, c'était le caractère définitif de l'acte. Le dîner au club nautique scintillait de cette façon dont l'hypocrisie coûteuse brille toujours. Cuivre poli, nappe blanche, rire gras d'hommes d'affaires et femmes couvertes de diamants parlant assez bas pour que la curiosité ressemble à de la politesse. Je suis arrivée avec 10 minutes de retard exprès, juste assez pour que la salle soit installée, pour que Benoît se sente en sécurité et pour que Léa soit pleinement visible dans sa performance. Ma mère m'a vu la première et a blêmi. Mon père a vu le classeur en second et est devenu encore plus pâle. Léa, debout près du mur des sponsors, a fait un pas de recul involontaire. Bien, ai-je pensé, que la peur arrive avant mes paroles. Benoît est venu vers moi avec un sourire si crispé qu'il semblait douloureux,
murmurant entre ses dents que nous n'allions pas faire ça ici. J'ai souri en retour en lui rappelant qu'il l'avait fait ici en premier, lors du gala de voile. Il a voulu me prendre le bras, je me suis dégagée. 2 fournisseurs se sont tournés au moment idéal. Le dîner a commencé. Toast, tintement de verre. Léa a été présentée comme l'ambassadrice média de la fondation. Benoît s'est levé pour remercier tout le monde de soutenir une entreprise familiale bâtie sur le travail, le sacrifice et l'intégrité. Ce mot, intégrité, est tombé dans la pièce comme une allumette près d'un baril d'essence. Je me suis levée avant qu'il ne puisse se rasseoir. Les gens ont remarqué parce qu'une femme n'est pas censée interrompre ce genre d'homme dans ce genre d'endroit. En fait, j'ai dit avec un calme qui rendait le micro inutile, qu'avant de célébrer l'intégrité, mon père devrait corriger une chose qu'il avait dite publiquement la semaine dernière. Toutes les têtes se sont tournées. Léa a murmuré de m'arrêter. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai regardé uniquement Benoît. Au gala de voile, tu as dit à une salle comble que tu n'avais jamais reçu un seul euro de ma part. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Hélène s'est à moitié levée, me demandant d'arrêter. J'ai posé le classeur sur la table la plus proche avec un bruit sourd qui a coupé court à tout murmure. C'est le moment idéal, j'ai dit. J'ai ouvert à la page 1 et l'ai tourné vers mon père. Relais de paie 17 400 €, assurance entrepôt 8 300 €, taxe foncière 12 200 €, honoraires pour Léa 6 000 €. Sa bouche s'est ouverte avant qu'un seul son ne sorte. Puis est venue la phrase dont je me souviendrai toute ma vie car rien de ce que j'aurais pu écrire n'aurait été plus satisfaisant. Quoi, qu'est-ce qui se passe, ce n'est pas possible, a-t-il bégayé. Il m'a regardé, puis a baissé les yeux, puis a regardé la salle qu'il observait désormais avec suspicion au lieu d'admiration. Il a prétendu que c'était manipulé, trop vite. Mathieu, qui était venu comme mon invité pour que je ne sois pas seule, a pris la parole derrière moi pour confirmer que des virements bancaires avec numéro de compte et référence commerciale ne sont pas manipulables. L'un des hommes du refinancement a tendu la main vers le classeur. Je l'ai laissé le prendre. Page après page, tout y est passé. Mes virements, les trous de l'entreprise, les frais de carte de Léa, les mensonges publics de Benoît. Hélène s'est assise lourdement. Léa a sifflé de lui rendre ça. Trop tard. Un deuxième fournisseur lisait déjà par-dessus l'épaule de l'homme. C'est alors que mon père a dit la chose qu'il a définitivement achevée dans cette pièce. S'il te plaît, je sais que j'ai eu tort, ne fais pas ça, a-t-il supplié. Pas en privé, pas après, mais là, devant les gens dont il avait toujours préféré le respect à celui de sa propre fille. Le silence est devenu mortel. Il en avait assez avoué. Léa a commencé à pleurer, pas avec grâce cette fois, mais avec colère, comme un enfant dont le déguisement s'est déchiré. « Tu es en train de tout gâcher », m'a-t-elle lancé. Je me suis tournée vers elle pour lui dire que non, j'arrêtais simplement de financer ses mensonges. Puis j'ai fait ce que j'attendais de faire toute la semaine. J'ai remis la dernière section aux hommes du refinancement. Ceci est un avis précisant que je ne couvre plus aucune obligation commerciale ou personnelle pour la famille Roche à compter de cet instant. Toute liquidité qui vous a été présentée comme un apport personnel venait de moi, pas d'eux, et elle a disparu. C'était la partie terrifiante, pas l'accusation ni le drame, mais la réalisation soudaine sur ces visages puissants que l'argent derrière l'assurance de mon père m'appartenait et qu'il n'y en aurait plus. L'un des hommes a fermé le classeur et a déclaré très calmement que la réunion était terminée. Ma mère s'est caché le visage. Léa avait l'air de vouloir me gifler mais était trop consciente des témoins. Mon père est resté là, livide, fixant la première page comme si elle pouvait se transformer en pardon. L'effondrement n'a pas été instantané mais assez rapide pour sembler une délivrance après des années d'humiliation lente. En 2 semaines, l'accord de refinancement était enterré. Sans mon aide et avec des fournisseurs posant soudainement des questions difficiles, la société a manqué 3 échéances majeures. Les salaires ont pris du retard. 2 employés de longue date sont partis. Un fournisseur est passé au paiement comptant à la livraison. L'avocat fiscaliste que Benoît a finalement dû engager a facturé plus en un mois qu'il n'avait jamais admis avoir besoin d'aide.
La maison de Cassis a été mise en vente discrètement avant que ma mère ne puisse inventer une excuse sur l'envie de réduire son train de vie. Léa a perdu sa place de chroniqueuse matinale après qu'un sponsor ait décidé que l'instabilité de l'image familiale était mauvaise pour la publicité. Pire pour elle, le litige contractuel que j'avais aidé à enterrer a refait surface quand quelqu'un à la station a réalisé l'ampleur de ce qui avait été caché. Son fiancé, qui avait toujours aimé être proche de l'image des Roches plus que de Léa elle-même, a reporté le mariage avant de disparaître derrière un communiqué sur le besoin d'honnêteté dans un couple. Je n'ai pas répondu quand Léa m'a appelé en pleurant pour parler de trahison. Je n'avais plus de sympathie pour les femmes qui ne reconnaissent la cruauté que lorsqu'elles les frappent personnellement. Mon père a tenté une dernière embuscade. Il m'a attendu devant mon immeuble de bureau par une soirée humide, les épaules voûtées, le costume froissé, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pendant une seconde dangereuse, la petite fille en moi a voulu croire que l'âge avait apporté l'humilité. Puis il a dit que j'avais prouvé ce que je voulais et que je pouvais arrêter maintenant. Pas de pardon, pas d'aveu de faute, juste arrête maintenant. Comme si la vérité était un robinet que je pouvais fermer poliment une fois qu'il avait assez souffert. Je lui ai dit que la vérité n'avait jamais eu besoin de ma permission, elle avait seulement eu besoin de mon silence, et qu'il l'avait déjà épuisé. Il m'a demandé si je voulais vraiment le voir tout perdre. Je lui ai répondu qu'il aurait dû se poser la question avant de tout construire sur mes épaules et de rire pendant qu'il le faisait. Il a eu l'air d'avoir reçu un coup. Peut-être que c'était le cas. Pas avec ma main, mais avec la mémoire. Avec la seule arme qu'il n'avait jamais pensé que j'utiliserais contre lui, l'exactitude. 6 mois plus tard, Roche Fourniture Maritime n'appartenait plus aux Roches. Les stocks ont été liquidés, le bail de l'entrepôt résilié, l'enseigne décrochée un lundi avant l'aube pour limiter les commérages. Bien sûr, les gens ont parlé quand même. Marseille vit de rumeurs bien polies. On disait que Benoît s'était trop étendu, que Hélène vivait au-dessus de ses moyens, que Léa avait toujours confondu l'attention et la valeur. On disait aussi que la fille aînée, la discrète, la sérieuse, avait été la seule adulte dans la pièce depuis le début. C'est drôle comme le bouc émissaire privé d'une famille devient rapidement la vérité publique une fois que les chiffres sortent. Quant à moi, j'ai emménagé dans un appartement au dernier étage avec vue sur la mer et sans aucune obligation cachée. Mathieu et moi avons lancé un cabinet de conseil en audit financier pour les petites entreprises de logistique qui ont besoin exactement de ce que je fournissais autrefois gratuitement, de la discipline, de la documentation et quelqu'un qui n'a pas peur des comptes hideux. Je garde une page du classeur dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que la douleur me manque, mais parce que je ne veux jamais oublier à quel point j'ai failli passer ma vie entière à être utile à des gens qui me trouvaient jetable. La première page, celle qui a fait blêmir mon père, celle qui prouve que la vengeance n'a pas besoin de hurler pour être dévastatrice. Parfois, elle a juste besoin d'arriver classée, horodatée et impossible à justifier par des mensonges. Cette histoire nous rappelle cruellement que dans beaucoup de familles, le pilier est souvent la personne que l'on respecte le moins. Il est fascinant de voir comment le silence et la compétence de Clémence ont été utilisés comme une ressource inépuisable jusqu'au point de rupture. En France, le poids de l'apparence et de la réputation familiale peut être étouffant, surtout dans les milieux bourgeois où l'on préfère couler en silence plutôt que d'admettre une difficulté financière. La transformation de Clémence, passant de la fille de l'ombre à celle qui détient le pouvoir par la simple vérité des chiffres, est une leçon magistrale de dignité. On voit souvent ce schéma où l'enfant productif est sacrifié sur l'autel de l'enfant doré, mais ici, le retour à la réalité est brutal et mérité. C'est un rappel que la loyauté familiale ne doit jamais être un chèque en blanc pour l'abus émotionnel ou financier. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été cette personne fiable dans votre entourage, celle sur qui tout repose mais que l'on oublie de remercier, voire que l'on méprise ? Auriez-vous eu le courage de Clémence de couper les ponts de manière aussi radicale et publique pour protéger votre propre avenir ? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que sa famille méritait une seconde chance ou si cette rupture totale était la seule issue possible.